Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous serons en compagnie de Christophe Dombu, analyste chez Ports en Parle. L'entretien sera lui dédié à Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie, le journal des biotech. C'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actu Christophe Dombu, analyste biotech chez Ports en Parle. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors, on va commencer par ces opérations de refinancement qui se déroulent en ce moment. On a eu Aritech, Valneva, Onxeo, Valbiotis. Est-ce que on rentre dans une période de refinancement important pour les sociétés? Il y a eu aussi beaucoup de prêts garantis par l'État en 2020. Est-ce que c'est finalement la fenêtre, le timing à ne pas manquer pour les biotech en ce moment? Ouais, effectivement, on constate qu'après 2 voire 3 années un peu creuses, difficiles, là on a un regain, un retour en force des opérations de refinancement sur le secteur, avec d'ailleurs de très très belles opérations par moment, des boîtes qui arrivent à lever de façon relativement aisée avec des montants importants. Le mouvement a commencé d'ailleurs l'année dernière, initié avec le contexte Covid et puis la série de prêts garantis par l'État qu'on a vu. Et puis aujourd'hui, ça se transforme plutôt en financement en fonds propres avec beaucoup de levées, mais également, comme vous avez sûrement constaté, le retour de quelques IPO d'ailleurs sur le secteur. Alors justement, on voit qu'il y a pas mal de belles levées de fonds dans le non-coté. On a eu quelques opérations sur Euronext. On peut citer bien sûr Ferresides Pharma ou encore Medesis. Et puis, depuis quelques temps, on ne voit plus grand-chose. Est-ce que, à votre avis, on va quand même avoir est-ce qu'il y a des dossiers qui circulent ou en tout cas de nouvelles sociétés qui vont venir toquer à la porte des marchés ? Ouais. Nous pensons qu'il y aura probablement d'autres opérations d'ici la fin de l'année. Il y a eu quelques dossiers. Vous avez vu on n'était pas sur des très très grands dossiers en termes de taille. Il est très vraisemblable en fait que cet engouement qu'on retrouve sur le secteur se concrétise, se matérialise par des IPO beaucoup plus conséquentes. Comme vous l'avez dit, on arrive à lever des montants importants sur du non-coté. Il est probable que ça se répercute également sur du côté d'ici la fin de l'année. En tout cas, nous sommes confiants et nous pensons qu'il y aura d'autres opérations sur le secteur. Bon, allez, des introductions à venir. On avait envie d'évoquer avec vous l'actualité de 3 sociétés. Je vais peut-être commencer par Valneva, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de Valneva. Il y a eu cette information comme quoi finalement la société allait négocier son vaccin pays par pays, puisque les discussions au niveau de l'Union européenne n'avaient pas abouti. Puis on a appris vendredi finalement que certains pays, on imagine la France et l'Allemagne, poussaient un petit peu à la roue pour essayer qu'il y ait un accord au niveau de l'Union européenne pour le vaccin de la biotech contre la Covid-19. Il y a aussi cette introduction en cours au Nasdaq. J'avais peut-être envie de vous demander, voilà, le vaccin contre le Covid-19, on l'a bien, on en a déjà pas mal parlé. Quels sont finalement les autres actifs dont on parle peut-être un petit peu moins et qui font aussi l'intérêt de Valneva ? Oui, effectivement, l'activité Covid, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a du potentiel, mais Valneva n'est pas que ça. Valneva a un très beau portefeuille, notamment un programme en phase 2 dans la maladie de Lyme, qui fait l'objet d'un accord de licence avec le groupe Pfizer, qui leur a d'ailleurs permis de générer un très très bel upfront l'année dernière de 130 millions de dollars. Donc c'est un très très beau programme. C'est le seul programme en clinique contre cette pathologie-là, le seul programme vaccin contre cette pathologie-là. Donc derrière, avec potentiellement un très très gros potentiel. Mais au-delà de ça, on a un produit qu'on a tendance à oublier. C'est un produit qui est développé un vaccin qui est développé contre le chikungunya. Oui. Il faut savoir que Valneva a aujourd'hui le vaccin le plus avancé contre cette indication clinique-là parce qu'il est en phase 3. Et plus que cela, on attend des résultats de cette phase 3-là d'ici la fin du premier semestre. Donc, ces résultats sont imminents. Et selon la qualité des résultats, s'ils sont suffisamment bons, Valneva pourra être amené à soumettre une demande d'AMM pour ce vaccin et donc deviendrait le tout premier vaccin unidose, c'est très important à préciser, à arriver sur le marché contre chikungunya. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire premier sur le marché, donc plus grosse part de marché, mais surtout un autre point élément positif, important, c'est que c'est un autre élément important, c'est qu'ils pourraient avoir droit à ce qu'on appelle un Priority Review Voucher. Donc c'est un coupon qui permet d'accélérer les démarches réglementaires aux États-Unis et qui est un coupon qui est vendable, qui est échangeable d'une pharma ou d'une biotech à l'autre et qui peut se commercialiser. On estime
estime que c'est un coupon qui vaut aujourd'hui dans les 100 millions de dollars. Donc, si Valneva arrivait sur le marché en premier sur cette indication-là, il pourrait avoir ce coupon en plus qu'elle pourrait revendre à d'autres pharma. Donc, derrière, un très, très gros potentiel. Et c'est un actif qu'on a tendance à sous-estimer, effectivement, chez Valneva. Eh oui, derrière le vaccin contre la Covid-19, il y a ce vaccin contre le chikungunya. Autre valeur et autre actualité, en tout cas, autre rendez-vous qui s'annonce cruciaux, c'est notamment sur Abivax. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour beaucoup de nos experts invités sur le plateau, c'est un peu une année charnière avec notamment ces résultats attendus dans la rectocolite hémorragique de suite d'une phase 2B. Oui, complètement. Alors, Abivax, là, aujourd'hui, en 2021, s'engage vraiment, est engagé dans une année extrêmement charnière, Hein, ouais. qui va être déterminante pour son avenir. Vous l'avez dit, on attend des résultats de phase 2B dans la rectocolite hémorragique avec leur actif principal qu'on appelle l'ABX464, qui est également évalué dans différentes indications cliniques dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la qualité des résultats qui vont être délivrés, on l'espère avant la fin du premier semestre, le potentiel de valorisation d'Abivax pourrait être explosif dans la mesure où des résultats positifs de phase 2B dans la rectocolite hémorragique pourraient très bien se faire être valorisés aussi bien par le marché que par l'industrie. Donc on attend derrière un potentiel de valorisation à la hausse qui est très conséquent. Bien sûr, en revanche, il y a le revers de la médaille, c'est qu'on est aujourd'hui sur une société qui est un peu monoproduit, même si c'est un produit qui est testé dans plein d'indications. Et c'est là aujourd'hui le programme principal. Donc si jamais ça plantait, derrière il y aurait un impact très fort en tout cas sur la société. Donc on est un peu sur du kit ou double, mais en tout cas c'est une valeur qu'il faudra, en tout cas que nous regardera avec attention cette année. Vous l'avez dit, Christophe, le produit, il y a des essais dans beaucoup d'indications. Est-ce qu'on peut avoir finalement une espèce de read-across, de se dire finalement, si ça marche dans la rectocolite hémorragique, c'est quand même une très bonne présomption que ça pourrait avoir de l'efficacité dans les autres indications, ou est-ce que c'est là aller un peu vite en besogne ? Oui, là, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, pourquoi d'ailleurs Abivax intéresse les investisseurs et certains fonds parce qu'on sait aujourd'hui que dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques, on est sur des mécanismes pathologiques qui sont identiques. C'est-à-dire qu'un produit qui marche dans la maladie de Crohn a de très fortes chances de marcher également dans la rectocolite hémorragique, dans l'opsoriasis éventuellement, ou encore dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, aujourd'hui, on sait qu'un produit peut être décliné dans plein d'indications avec derrière de très gros potentiels. D'ailleurs, c'est un marché qui est connu pour son potentiel de multi-blockbuster. Aujourd'hui, le produit le plus vendu au monde, en fait, Lumira, est dans ce marché-là. Il est dans plus de 10 indications différentes, en fait, et génère près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, derrière, on sait aujourd'hui que si le programme de la rectocolite hémorragique marchait, ça augmente significativement les chances que les autres programmes marchent. Et donc, c'est pourquoi l'attractivité du dossier devrait être très importante, en fait, suite à ces résultats-là. Potentiellement explosif. Hein. J'ai retenu, on va surveiller avec attention ce qui se passe sur Abivax dans les mois prochains. Et on a envie de terminer par Ose Immunotherapeutics avec cette news là aussi, Ose qui a repris les droits sur FR104 à Janssen en 2018, qui développe le produit dans les maladies auto-immunes. Il y a eu un accord maintenant avec Veloxis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qui se joue derrière cet accord ? Oui, alors ça c'est un très bel accord aussi, une très bonne évolution. Il faut quand même avoir en tête que c'est un produit qui avait été acquis en 2016 de mémoire par Janssen pour 150 millions d'euros environ, qui a été rendu à Ose en 2018 et aujourd'hui Ose réussit à revendre ce produit à un autre acteur pour 315 millions d'euros. Donc quasiment 2 fois plus que ce qu'elle avait négocié avant. Et pourtant, ce nouveau deal ne concerne qu'une indication, qu'un domaine d'exploitation du produit, à savoir le domaine des transplantations. Oui. Le gros du marché qui avait été acheté par Janssen et qui d'ailleurs qui est gardé aujourd'hui par Ose, qui est le domaine des maladies inflammatoires dont on vient de parler d'ailleurs, est conservé par Ose. Donc, ils ont réussi quand même à se retourner et à revendre un produit comme celui-là beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient vendu par le passé. Donc, très beau deal pour Ose. Très beau deal. Le pipe d'Ose, il est assez fourni. L'autonomie financière est-elle un peu plus limitée? Comment ils vont pouvoir gérer les différents développements dans les mois qui viennent?
Justement, ce qu'on aime chez Osée, c'est un peu leur modèle économique qu'ils ont réussi à mettre en place et qui, pour nous, est en train est un succès. Il faut avoir en tête que c'est une société qui a fait une IPO en 2015, qui a très peu levé, qui a fait une seule ACA depuis, c'était l'année dernière, en novembre dernier, qui, depuis sa création, a levé environ 40 millions d'euros et pourtant a réussi à générer environ près de 70 millions d'euros de deals. Enfin, de revenus de deal. Donc, ça veut dire qu'ils réussissent à se financer depuis le début grâce à leur savoir-faire scientifique qui leur permet de générer comme ça des accords de partenariat avec de très très grands acteurs d'ailleurs, hein, Servier, Boehringer Ingelheim, là le nouveau deal aujourd'hui ou alors Janssen par le passé. Donc aujourd'hui, la visibilité financière d'Osée pour nous n'est pas un problème compte tenu des nombreux deals qu'elle a signés, qu'elle a signés et de son potentiel de création, en tout cas de signature de nouveaux deals. Faut avoir en tête par exemple qu'on attend dans les prochains mois des résultats de phase 1 d'un partenariat, d'une étude en partenariat avec Boehringer Ingelheim. Et si jamais ces résultats sont bons, ils devraient également toucher un nouveau milestone. Donc, en termes de visibilité financière, on s'attend à ce que la société continue à engranger régulièrement des milestones et donc à étendre sa visibilité financière. Eh bien voilà, réponse très claire. Merci beaucoup Christophe Donvu, analyste biotech chez Porzampar, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et l'invité de cet entretien du journal des biotech, c'est Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Global Bioénergie, on va refaire un petit peu le parcours. Société introduite en 2011, une biotech cette fois-ci non pas tournée vers la santé, mais plutôt vers l'industrie avec une technologie qui permet de produire de l'isobutène à partir de sources végétales grâce à une bactérie génétiquement modifiée. Et cet isobutène, il est utilisé dans une large gamme d'applications. Les carburants, bien sûr, mais aussi les cosmétiques ou les produits chimiques de commodité. Mais l'actualité de Global Bioénergie, et on a les produits là qui sont sur le plateau, c'est le lancement de cette marque de cosmétiques. Alors, Global Bioénergie, société qu'on voyait plutôt orientée vers le B2B, là s'adresse directement aux consommateurs. On va en parler. Avant d'y venir, peut-être un mot sur ce marché de la cosmétique naturelle et nous expliquer finalement comment votre isobutène peut s'insérer dans cet écosystème et quel potentiel commercial il a. Alors, d'abord, on avait choisi l'isobutène comme cible, comme molécule, parce que c'est une molécule très versatile. On peut en faire, comme vous l'avez dit, des carburants, mais aussi des matériaux, et puis de la cosmétique. Un des dérivés de l'isobutène, l'isododécane, qu'on produit à partir de ressources naturelles pour la première fois. On est les seuls à produire de l'isobutène plus hydrogène, hein, c'est ça, je crois. C'est 3 molécules d'isobutène mises ensemble, et puis une petite molécule d'hydrogène. Et donc, on a été les premiers à produire de l'isododécane renouvelable, qualité cosmétique. Et on s'est aperçu que le marché nous demandait vraiment cette molécule. Alors, nous, on n'est pas des experts de la cosmétique au départ, on est des scientifiques. Mais on s'est intéressé donc de près à ce sujet. Et on s'est aperçu qu'en fait, l'isododécane, il y en a dans beaucoup de produits cosmétiques, dans la dermocosmétique, dans les soins capillaires, mais aussi dans le maquillage. Et dans le maquillage, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que l'isododécane, c'est la clé du maquillage longue durée. Si vous voulez, il y a le maquillage normal, qui tient 2 heures, base eau la plupart du temps, et le maquillage longue durée, qui est base huile, une huile spéciale. Cette huile, c'est l'isododécane, et ce n'est pas une autre. Et cet isododécane, il représente 30-40% du volume du produit. Donc, une molécule incontournable qui est très présente en concentration, en proportion, ça nous a éveillé l'idée que qu'il y avait une opportunité particulière ici, puisqu'en fait, d'une certaine façon, on a la clé avec cette isododécane renouvelable de la naturalité, la clé de la naturalité dans ce segment de la cosmétique qui représente environ 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Sur le maquillage longue durée. Au niveau mondial. Voilà. Le maquillage, c'est 40 milliards d'euros. Le maquillage longue durée, c'est un quart. Et donc, il n'y avait pas moyen de faire du maquillage longue durée d'origine naturelle. Et on est les premiers à amener sur le marché une gamme qui combine donc la naturalité à un niveau très élevé, plus de 90%, et des performances qui sont au même niveau que les meilleurs standards du marché. Il n'y a plus à choisir. On a vu beaucoup de cosmétiques d'origine naturelle, mais souvent les performances étaient dégradées. Et
aujourd'hui, nous, ce qu'on amène, c'est une gamme de produits où il n'y a plus à choisir, c'est les meilleures performances du marché combinées avec de la très haute naturalité. Donc en gros, on peut dire, on fait la preuve de concept qu'on peut naturaliser ce segment de la cosmétique. Bon, un cosmétique qui est fait pour durer, transition facile, puisque c'est le nom de cette marque. Voilà. Last. Comment ça va se passer concrètement? Une fois qu'on a dit ça, voilà, vous l'avez dit, acteur plutôt tourné vers l'industrie, comment vous allez lancer très concrètement cette marque dans les mois qui viennent? Alors déjà, peut-être comment ça s'est passé. Parce que ça fait 18 mois qu'on travaille sur cette marque. Et on s'est dit, notre mission, c'est d'amener cette innovation sur le marché. Et donc de tout faire entre l'ingrédient et la marque. Donc il a fallu pour ça apprendre des nouveaux métiers. Donc nous, on a appris tous ces nouveaux métiers. Maîtriser toute la chaîne de valeur. On maîtrise toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on va du développement de produits, donc de la formulation, le packaging, le marketing e-com, le e-commerce. Tout est en place pour pouvoir lancer cette marque dès le mois de juin prochain. Il y avait une équipe dédiée, hein. Vous avez annoncé, vous avez staffé une équipe pour parfaitement accompagner ce lancement. On a fait une business unit agile, audacieuse pour réaliser cette gamme de produits en un temps record. Et donc aujourd'hui, elle arrive, je vous montre. Allez, on veut voir, bah oui, effectivement. Je vous montre donc le packaging déjà secondaire. Donc c'est donc le nom de la marque, il s'est un peu imposé à nous, c'est le Last, ce qui veut dire ça dure en anglais. Et alors c'est aussi donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est un fard à paupières, c'est quoi? Alors ça, c'est l'emballage du mascara. D'accord. Et je vous présente ici donc les produits. Donc les produits eux-mêmes. Donc ça, c'est les pré-séries. On est en production, plusieurs centaines de milliers d'unités aujourd'hui. Et donc ici, vous avez une gamme de fards à paupières. Alors vous noterez d'ailleurs qu'il y a des couleurs un peu classiques. Et puis il y a des couleurs très audacieuses. Et donc on est un peu à contre-courant de ce qui se fait de la tendance actuelle qui est plus à du maquillage un peu discret. Et donc là, on remet des couleurs vraiment pop au cœur du maquillage. Et on espère bien être dans une époque peut-être plus virevoltante. À la sortie du confinement, on se dit que les gens ont peut-être envie de couleur, peut-être un peu envie de couleur. Donc là, comment ça se passe? Quand est-ce que je peux le trouver? Est-ce que je le trouve en magasin? Est-ce que je le trouve sur votre site? Comment tout ça va se dérouler? Alors, c'est un peu la grande époque des marques indépendantes, les indie brands, et tout le monde fait à peu près le même schéma. On commence par commercialiser via son site web dédié. Donc le nôtre s'appelle Colors That Last, les couleurs qui durent. Et il est en ligne dès ce soir. D'accord. Il est en ligne pour une présentation. Et dès le mois de juin, on pourra acheter les produits sur ce site. Colors That Last. On peut aller sur Colors That Last et puis on peut acheter ces produits. Et vous serez livré dans les X heures, tel que c'est prévu sur le site. D'accord. Et donc, dans un deuxième temps, donc, en juin, on lance cette gamme qui est focalisée sur le maquillage des yeux. Donc, fard à paupières, mascara, et puis il y a aussi des mascaras pour les sourcils. Donc, il y a 3 catégories de produits et 18 références en tout. Et puis, au mois de septembre, on va lancer la gamme lèvres en plus, qui va ajouter 14 références. Donc, on aura 32 références en tout sur ce lancement été 2021. Et ce lancement, il commence par la France et puis il se poursuit en Angleterre. En Angleterre. À partir donc du 3e trimestre. Marc Delcourt, pour ceux qui seraient vraiment passés à côté de cette info, et L'Oréal est un des actionnaires de Global Bioénergie, est-ce qu'ils vous ont aidé, est-ce qu'ils participent activement à cette phase de commercialisation, même de réflexion en amont sur cette marque de cosmétiques? Alors L'Oréal a effectivement investi donc 7 millions d'euros dans un tour de table de 17 millions d'euros en juin 2019. C'est un actionnaire important pour Global Bioénergie, 15% du capital. Les grands groupes, d'une façon générale, ce qui les intéresse, c'est les grands volumes. Donc aujourd'hui, nous, on produit encore à petit volume, puisqu'on a une unité de démonstration en Allemagne. Et donc, ça nous permet de faire un lancement, pour nous, des petits volumes. Donc, notre capacité aujourd'hui, c'est quelques millions d'unités. C'est beaucoup pour nous, mais à l'échelle d'un grand groupe, ça reste petit. L'étape suivante pour nous, c'est d'augmenter la capacité de production. Dès l'an prochain, on devrait dépasser la capacité de 10 millions d'unités à naturaliser. On ne pourra pas, évidemment, vendre ça. 10 millions d'unités, c'est trop. Donc, notre business model, c'est de lancer cette gamme, mais dès l'an prochain, de commercialiser notre composé sous forme d'ingrédients pour que d'autres acteurs
du domaine de la cosmétique puissent intégrer cet ingrédient dans leur gamme et donc naturaliser ces produits aussi. C'est un peu une vitrine quelque part, cette marque, c'est aussi montrer votre savoir-faire pour convaincre justement là aussi les grands industriels de la cosmétique que vous pouvez être un partenaire premium pour eux. Absolument, c'est une preuve de concept marché en fait. On prouve qu'aujourd'hui il n'y a plus dans ce segment du maquillage longue durée à choisir entre la naturalité et la performance. On a vraiment beaucoup travaillé pour que ces produits soient aux meilleures performances du marché. On a fait des tests sensoriels intenses. Donc on a fait tester d'abord des tests instrumentaux et puis des tests de sensorialité sur des consommatrices qui ont testé en aveugle ces produits et qui d'une façon générale disent qu'elles apprécient beaucoup les performances de ce produit. Moi j'ai une question, vous l'avez dit, il va falloir augmenter beaucoup la capacité industrielle. Ça c'est jouable, vous êtes confortable avec cette côté de multiplier comme ça les unités à produire ? Alors absolument, notre technologie continue de progresser et aujourd'hui on est dans un mouvement où on voit notre capacité de production se démultiplier. On va pouvoir s'appuyer sur des sous-traitants qui vont faire une partie de la production pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a cette trajectoire où on parle de millions d'unités de capacité cette année, plus de 10 millions d'unités de capacité l'an prochain, d'unités de maquillage j'entends, et 100 millions d'unités de maquillage dès 2023, si notre trajectoire se poursuit comme il faut. Et donc 100 millions d'unités à replacer dans le marché mondial. Donc le marché mondial du maquillage longue durée, c'est 1 milliard d'unités par an. Donc voilà, avec 100 millions d'unités, on aura 10% du marché. C'est à peu près l'échelle qu'on vise pour 2023. Est-ce qu'il y a déjà un objectif de chiffre d'affaires 2021 que vous pouvez nous communiquer ou c'est encore trop tôt ? Alors c'est trop tôt. Le B2C, c'est compliqué. C'est pas une équation qu'on maîtrise complètement. On va peut-être être dépassé par le succès. On va peut-être. C'est ce qu'on vous souhaite. Oui. Voilà. Et dans tous les cas, on aura fait une preuve de concept, une validation marché qui ne peut pas être autre chose qu'un succès. Nous, on voit ces produits, on voit l'accueil qu'ils ont dans les tests consommatrices. Ces produits, ils sont vraiment au meilleur standard. Bon. Quand même une question, peut-être un peu provoque. Est-ce bien raisonnable ? À l'heure où nous parlons, on est encore dans le confinement, les gens portent des masques, ça ne vous a pas échappé. Le segment de la cosmétique naturelle, il est déjà pas mal occupé par bon nombre d'acteurs. Vous avez en face de vous des mastodontes de la cosmétique. Est-ce que ce n'est pas un peu déraisonnable pour Global Bioénergie de vouloir se trouver une petite place dans cet univers déjà bien concurrentiel ? Alors nous, on ne pense pas, on pense que c'est très raisonnable. Ça n'est raisonnable que parce qu'on a une USP, une Unique Selling Proposition. Nos produits, ils sont uniques. Il y a cette combinaison de la naturalité et de la performance qui est unique. Et donc, on se dit que ces produits vont plaire. Alors, bien sûr, on est dans un environnement complexe. C'est l'époque des marques indépendantes. On voit des marques indépendantes naître ici et là. Ça dit que c'est possible. Ça dit que le marché, l'organisation du marché avec le e-commerce, avec toutes les chaînes de sous-traitance qui sont en place, permet l'émergence de nouvelles marques. Donc nous, on se dit qu'on a notre place dans ce monde. L'environnement est pas très favorable. La pandémie, elle facilite pas les choses, évidemment. Même si on espère être vers la fin, peut-être. Alors, on espère être vers la fin. Et puis, nous, on commence par du maquillage des yeux. Le maquillage des yeux, il a fait x2 l'an dernier. Donc, il est en très forte croissance puisque c'est le seul domaine d'expression maquillage, les yeux. Donc, nous, on voit que c'est un bon point d'entrée, un bon timing d'entrée aussi, puisqu'effectivement, on n'est peut-être plus au cœur de la pandémie, mais déjà un petit peu derrière. Donc, on se dit qu'on a notre carte à jouer et que les choix qu'on a faits, qui étaient des choix difficiles, les choix qu'on a faits sont les bons. Alors, attention, il faut quand même bien garder en tête que 80% de l'énergie de Global Bioénergie est aujourd'hui mise sur l'industrie. On va y venir. Il s'agit d'augmenter les capacités, de continuer d'améliorer le procédé, de produire plus grand, de produire plus vite. Et c'est là que se passe, selon nous, l'enjeu de Global Bioénergie pour les années qui viennent. Cette marque, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. C'est la première fois qu'on va générer du chiffre d'affaires récurrent. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire. Donc, on va pouvoir construire notre horizon suivant. Notre premier horizon, donc, c'est cette marque dès juin 2021, dès le mois prochain. Deuxième horizon, vendre des ingrédients dans le maquillage
à tous les acteurs de la groupe cosmétique, de cosmétiques, pour naturaliser tout ce segment, qui est un segment important en valeur. Troisième horizon, augmenter encore la capacité de production pour naturaliser beaucoup plus largement dans la cosmétique. potentiellement 10% du marché, hein, si j'ai bien retenu. Voilà, et puis dans la dermocosmétique aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Dans les soins de cheveux, il y a beaucoup de ce composé l'isododécane. Donc horizon 3, tous les segments adjacents à ce domaine du maquillage, donc la dermocosmétique, les traitements de cheveux. Et puis horizon 4, nous, on n'a jamais abandonné l'idée de faire des très grands volumes, les carburants et les matériaux, et on continue à travailler ardemment sur ces sujets-là. C'est là qu'on pourra faire, quand on fera vraiment des grands volumes, on pourra réduire de façon importante et efficace les émissions de CO2. Il y a aujourd'hui urgence, donc il faut s'y employer. Alors peut-être avant de passer justement au volet plus industriel, parce qu'il intéresse notamment les gens qui suivent Global Bioénergie depuis le début, moi je me dis, voilà, nouveau métier quand même, 15 millions de trésorerie à peu près pour Global Bioénergie. Est-ce que ça ne va pas coûter beaucoup d'argent tout ça? Est-ce que ça n'annonce pas une levée de fonds bientôt? Enfin, comment ça se passe côté financement, ce nouveau métier? Enfin, pas ce nouveau métier, mais en tout cas, si, un petit peu quand même. Alors, non, c'est-à-dire faire cette marque, nous on l'a fait avec une structure légère. Donc on a construit une équipe de moins de 10 personnes pour s'occuper de cette marque. Et puis on a tout fait en sous-traitance, avec des agences, avec des façonniers, avec des acteurs qui sont déjà bien en place. On a passé les études de toxicologie sur notre ingrédient l'an dernier avec des agences de toxicologie. Et donc on a une structure très légère. On a aujourd'hui cette marque qui consomme entre 15 et 20% de notre budget, donc c'est quelque chose, mais ce n'est pas gigantesque non plus. Et puis bientôt, elle générera des revenus. Donc non, lancer cette marque, ce n'est pas un changement complet dans l'organisation de Global Bioénergie. C'est une business unit qui s'en occupe. C'est des dépenses maîtrisées. C'est un pari qui est audacieux, mais raisonnable. Et c'est une première mondiale. Donc on est dans une situation de contrôler efficacement ce qu'on fait. Bon, alors parlons maintenant Global Bioénergie. Côté production d'isobutène de carburant. On l'a peut-être pas dit, je sais pas, l'isododécane, on le retrouve dans le kérosène pour avion. Quel rendez-vous peut-être aux investisseurs qui se demandent, voilà, nous on a envie de savoir quelles vont être les prochaines étapes d'avancée de Global Bioénergie dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce volet plus industriel de la société? Alors l'isobutène, effectivement, on en fait plein de choses. On fait l'isododécane, on en fait d'autres composés qui vont dans les matériaux et qui vont dans les carburants. Vous avez cité le carburant d'aviation, et c'est vrai, dans le kérosène, il y a des dérivés d'isobutène. On peut les intégrer jusqu'à 50% du volume. Donc les dérivés d'isobutène, c'est une très bonne carte pour faire du biokérosène et réduire la production de CO2 du transport aérien. Pour chaque tonne de dérivés d'isobutène intégrés dans du carburant d'aviation, c'est 1 tonne de pétrole qui reste dans le sous-sol et c'est 2 tonnes de CO2 en moins qui sont produites. Donc il y a vraiment une équation qui est efficace. La question, c'est le prix. C'est le coût. Oui. C'est le coût. Alors nous, aujourd'hui, on produit dans une petite unité qui est un démonstrateur, donc qui est la bonne taille pour le maquillage, qui n'est pas la bonne taille pour remplir des avions. Mais demain, on voit la production à très grande échelle de ces composés dans des usines dédiées. Là, on parle de dizaines de milliers de tonnes, puis peut-être de centaines de milliers de tonnes. Il faut que notre procédé progresse encore un peu. Aujourd'hui, l'équation de coût ne fonctionne pas, mais on voit que nos coûts baissent, on voit que l'appétit du domaine augmente. On voit partout dans les journaux aujourd'hui qu'il faut réduire... Il faut être green. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entendais en venant un interview sur le transport aérien, et aujourd'hui, c'est devenu... C'est le air shame qui a commencé en Suède. Maintenant, on a honte de prendre l'avion parce que ça produit du CO2 et qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Et donc, il faut trouver des solutions. Tout le monde le demande. Et ces solutions, elles arrivent, elles prennent du temps. C'est difficile, c'est incroyablement difficile de changer des filières industrielles qui existent depuis des décennies. Mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire du biokérosène. Et la nôtre est une des rares solutions à tenir la route. Il reste maintenant à améliorer encore et industrialiser ce procédé jusqu'à du très gros volume. Là aussi, c'est un partenaire, peut-être, Marc Delcourt, parce qu'il faudra les construire, ces usines de très grande capacité. Bien sûr, et on est en fait sur la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on commence à produire et traiter un premier marché, puis l'horizon 2, ce sera un marché plus gros.
Et donc ce marché plus gros, il permettra de produire plus à un coût moindre. Puis l'horizon 3 permettra encore d'améliorer les coûts, d'augmenter les volumes. Et c'est cette learning curve, c'est cette courbe d'apprentissage qui nous amènera au point où le procédé pourra être utilisé à grande échelle dans les biocarburants et notamment dans l'aérien. Un mot peut-être pour finir, on est sur Boursorama, donc forcément on va parler un petit peu du cours de bourse, je ne vous demande pas de le commenter, juste de vous dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de son niveau, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que finalement Global Bioénergie soit revalorisé par le marché selon vous? Je pense qu'en annonçant qu'on allait faire une marque de cosmétiques, on a jeté beaucoup de doutes sur la société. On s'est questionné un petit peu. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que c'est pas du tout l'ADN de la société. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. C'est-à-dire que cette gamme, elle existe, l'équipe, elle est en place. C'est des gens de très haut niveau. Et donc la gamme va sortir dès le mois prochain. Donc il n'y a plus de doute. Et je pense que c'était une réponse que les gens attendaient. C'est-à-dire que, est-ce que c'était une idée en l'air qu'on avait lancée? Est-ce que c'était un vœu pieux? Est-ce que c'était une promesse qui ne sera pas tenue? Aujourd'hui, on peut répondre, c'est quelque chose de bien réel, cette gamme. Et il y a une vraie logique industrielle derrière. Il y a une vraie logique, c'est le point de départ vers une cascade d'horizons qui nous amène vers des volumes plus grands, un impact plus grand sur le monde. Et voilà, ça fait une histoire, je pense, qui est très logique, très, très par étapes. Et moi, je pense qu'elle va susciter l'adhésion de beaucoup de nouveaux investisseurs. Bon, ben voilà, juin pour aller sur Colored Atlas, je n'ai pas oublié, pour commander son maquillage naturel. Merci beaucoup, Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt.